Bienvenue sur Géopolitis. Ça y est, c'est fait, c'est inauguré. La Suisse offre à la planète le plus long tunnel du monde, un ouvrage impressionnant avec ses 57 km de voies ferrées, un chantier titanesque qui, de fait, redessine la carte de l'Europe, rapprochant spectaculairement la Suisse de l'Italie et le nord et le sud du continent. Mais au-delà des caractéristiques et des prouesses technologiques, il y a cette volonté, cette nécessité de rapprocher les peuples, de se rapprocher entre voisins, de construire, c'est le cas de le dire, des ponts ou des tunnels internationaux. Il fallait y croire, il fallait l'imaginer, il fallait le construire, ce tunnel totalisant, excusez du peu, 150 km de galeries creusées dans le millefeuille géologique du Saint-Gothard. Il fallait tout cela, mais la réalisation ne se serait pas concrétisée sans une volonté politique, au sens d'une volonté du peuple, informé, averti et finalement consulté. Ce n'est pas toujours la règle dans d'autres pays, même si, et c'est l'objet de cette édition de Géopolitis, il y a toujours une très forte dose de politique dans la réalisation de tous ces grands travaux qui marquent notre époque. C'est que des projets pharaoniques, il y en a, et de très nombreux dans les cartons des ingénieurs et aussi dans les programmes et des hommes et des femmes politiques. Sur tous les continents d'ailleurs. Un exemple, le pont-tunnel entre Hong Kong et Macao. Pont-tunnel en effet, car sur 43 km de tracé, cet ouvrage se situe parfois au-dessus de la mer de Chine et parfois en dessous. Un ouvrage qui doit résister au typhon, qui nécessite la construction d'îles artificielles, tout cela pour que l'on puisse relier en voiture Hong Kong à Macao en 45 minutes, alors qu'il faut actuellement 4 heures par bateau. Autre rapprochement souhaité, mais qui mettra du temps à se réaliser, un pont au sens propre et au sens figuré entre l'Égypte du président Sisi et l'Arabie saoudite du roi Salman. Un ouvrage qui va enjamber tout simplement la mer Rouge, un ouvrage qui symbolise l'aide financière et politique que le royaume wahhabite entend fournir au pays des pharaons. Pharaoniques, tous ces projets le sont. Allez, un dernier exemple. Le pont actuellement en construction très active, qui va relier la Russie à la Crimée. Certes, il ne faut pas y voir une volonté politique de qui que ce soit de mettre le reste du monde devant le fait accompli. Vladimir Poutine l'a voulu, il l'a eu. Il existe désormais un pont entre la Russie et la Crimée. Enfin, disons un premier pont auxiliaire provisoire qui va être utilisé pour construire l'ouvrage définitif, celui qui reliera la mère patrie à sa Crimée bien-aimée, comme le dit la voix officielle russe. La longueur totale du pont sera de 19 km, fin des travaux en 2018, coût total 228 milliards de roubles, soit à peu près 3 milliards d'euros. Pour la petite histoire, il y a 75 ans, lorsque les nazis occupaient la Crimée, Hitler avait souhaité faire construire un premier pont. Autre projet d'envergure. Il aura fallu 30 ans pour que ce projet voie le jour. 45 km de long, ce sera le plus grand pont-tunnel du monde, reliant les 3 villes chinoises de Macao, Zhuhai et Hong Kong, les 2 anciens territoires portugais et britanniques jouissant d'un statut de région administrative spéciale, avec, là aussi, une volonté politique et économique de donner un nouvel élan à toute cette zone est de la Chine. En réalité, il s'agira d'une suite d'ouvrages, ponts et tunnels, mis bout à bout pour former un ensemble gigantesque dont le coût total avoisinera les 10 milliards d'euros. Mais pas de découragement, on a bien construit le 3e pont sur le Bosphore, reliant quant à lui 2 continents, l'Europe et l'Asie. En grande pompe, on annonçait en avril de cette année le projet pharaonique, c'est le cas de le dire, d'un pont sur la mer Rouge entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Là encore, ce sont 2 continents qui seront réunis, l'Afrique et l'Asie. Le financement sera assuré essentiellement par Riyad. Autre projet grandiose, le tunnel sous-marin de Bohai au nord-est de la Chine, un tunnel ferroviaire de 123 km de long, record du monde potentiel, avec des trains roulant à 220 km/h. Enfin, il y a ce projet de pipeline entre la mer Morte et la mer Rouge. Il s'agit ni plus ni moins de sauver, s'il en est encore temps, cette mer Morte qui voit son niveau d'eau baisser d'environ 1 mètre chaque année. Auparavant, c'est le Jourdain qui nourrissait cette mer qui en fait est un lac. Aujourd'hui,
Vu toutes les quantités d'eau pompées dans le Jourdain, la mer Morte offre le spectacle sinistre de rivages privés d'eau et victimes de trous appelés dolines. Pour résumer, disons que les trois entités politiques, Israël, Palestine et Jordanie, se sont mises d'accord sur le principe de la construction d'un pipeline de 180 km de long, projet validé par la Banque mondiale, mais toujours à l'étude. L'invité de Géopolitis, Jacques Lévy, vous êtes géographe, professeur à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et puis directeur du laboratoire Kéros. Koros, qu'est-ce que ça veut dire, Koros? Espace. En grec. Ouais. Alors ça veut dire géographie dans l'espace, c'est ça ce que ça veut dire? L'espace s'occupe de la géographie et la géographie s'occupe de l'espace. C'est bien dit. On va parler tout de suite de ces projets, on disait pharaoniques. Prenons un exemple. Entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. On verra si ça se fait. Mais ça veut dire quoi politiquement et même du point de vue du géographe, ça veut dire quoi? Bon, il y a sûrement un effet d'annonce. On sait qu'en ce moment, l'Égypte dépend beaucoup financièrement de l'Arabie Saoudite, y compris pour ses opérations militaires. Donc l'idée de lien politique plus fort entre les deux pays est un peu dans l'air du moment. Donc on a trouvé le pont. Si voilà, c'est la symbolique du pont. Voilà, peut-être que le vrai pont n'existera jamais. Donc parfois c'est comme ça, comme quand Silvio Berlusconi a annoncé un pont pour relier l'Italie à la Sicile, ça ne s'est pas fait, mais c'était un effet d'annonce, c'était ostentatoire. C'était un projet ridicule, stupide ou pas du tout? Pas ridicule, mais disons, tout le problème, c'est le rapport qualité-prix. Voilà. Est-ce que ça a un sens compte tenu du prix? Il y a beaucoup de ponts qui ont un sens très concret fonctionnellement. Le tunnel sous la Manche, c'est un tunnel, c'est pas un pont, mais le pont entre Malmö et Copenhague, voilà, c'est des choses qui sont clairement utiles. Entre l'Arabie et l'Égypte, traverser comme ça la mer Rouge, c'est intéressant? Pour le moment, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de trafic, mais c'est vrai que, compte tenu qu'on maîtrise bien l'implantation dans les zones désertiques, peut-être qu'un jour, Sharm el-Sheikh est déjà un lieu touristique. Enfin, quand le tourisme marche bien en Égypte, c'est un lieu touristique important. Donc, pourquoi pas une connexion avec des lieux comparables en Arabie Saoudite? Ça n'est pas absurde dans le principe. Là, il y a une décision politique, mais ça ne veut pas dire que c'est une décision du peuple. Hein. C'est quand même la tête qui décide. C'est pas tout à fait comme ça ici en Suisse, hein, je crois. C'est différent. Oui. Ou dans d'autres pays. On peut parler aussi de la Chine, hein, Macao, Hong Kong, cette liaison. Qu'est-ce qu'il faut en penser aussi? Oui, alors le delta de la rivière des Perles, où se trouvent Macao, Zhuhai, Hong Kong, Canton, là c'est un endroit assez extraordinaire, il faut bien le dire. C'est-à-dire c'est en gros la population de la France sur la superficie de l'Île-de-France. Donc c'est un niveau de densité, de concentration incroyable. Et donc on utilise un peu tous les moyens de mobilité, à la fois des métros, mais aussi des trains à grande vitesse, parce qu'il y a quand même des distances de plusieurs dizaines de kilomètres entre les différents pôles. Donc, c'est un peu logique que, notamment pour relier tous ces éléments aux aéroports, enfin au centre, aux centralités. L'utilité ne fait aucun doute. Voilà, l'utilité ne fait aucun doute, donc ça coûte cher, mais ça se rentabilise socialement de façon assez évidente. Oui. Et puis alors on voit les Chinois aussi qui veulent faire un tunnel ferroviaire souterrain extrême. C'est quand même, au-delà des problèmes, des prouesses, je dirais, technologiques, là aussi il y a une volonté politique quand même, et puis de se faire bien voir dans le monde quand même aussi, hein, de vendre un petit peu sa technologie. Oui, certainement. On ne maîtrise pas forcément tous les éléments. Ce qu'on peut quand même rappeler, c'est que un pont sur une rivière ou sur un bras de mer, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'humanité, en particulier de l'histoire de l'urbanisation. Hein. Vous vous souvenez que Buda et Pest étaient deux villes séparées, que c'est seulement au 19e siècle, en fait, quand il y a eu le premier pont permanent, le pont de Chêne, que ça a pu constituer, que ces deux villes ont pu en constituer une seule. Donc, créer du continu dans le discontinu, c'est quand même une tendance technique très très forte dans l'histoire des villes. Donc en soi, tout ça est logique. Ce qui change, c'est qu'on est davantage capable de faire à des coûts raisonnables compte tenu de nos ressources, des tunnels ou des ponts de plus en plus longs. Donc du coup, le problème se repose. Est-ce qu'on fait 10 km, 20 km, 50 km, 70 km? Voilà le genre de questions qui se posent. Et à ce moment-là, c'est des décisions politiques, parce que si on dépense de l'argent de cette façon, on ne va pas le dépenser autrement. Restons en Suisse un moment avec ce tunnel du Gothard. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'en pense le géographe? Ce qui est frappant, c'est que on a créé 2 tunnels, bientôt 3,
très important dans l'axe nord-sud, où il y a relativement peu de trafic de passagers. Et par contre, la ville suisse, qui va, disons, de Genève à Saint-Gall, elle a toujours des trains qui vont très très lentement. On investit un petit peu, mais pas tant que ça. Il n'y a pas de projet de train à grande vitesse dans cet axe pourtant très fréquenté, qui serait très très facilement rentabilisé. Les axes sont plutôt verticaux qu'horizontaux. C'est ça. Alors la traversée des Alpes par le fret, c'est en effet une bonne raison. Hein, bien sûr. Et on peut comprendre qu'on investisse dans ce domaine. Mais il manque le côté est-ouest, si je veux dire. Hein. Voilà, le contraste entre le surinvestissement sur l'axe nord-sud et le sous-investissement sur l'axe est-ouest est quand même très frappant. Et du coup, sur la carte d'Europe des TGV, la Suisse va apparaître comme un trou noir. Donc c'est quand même un événement intéressant. À quoi cela est-il dû? Un manque de volonté politique? Un problème de financement? Une non-mobilisation des gens? On pourrait dire, pour simplifier, à la démocratie directe. Oui. Parce que effectivement, c'est l'inverse des pays où on demande l'avis à personne, de personnes. Là, c'est toujours bloqué. C'est du politique aussi. C'est du politique, clairement. C'est-à-dire que pour les Suisses, pour la majorité des Suisses, en tout cas, qui se sont exprimés, ça ne remet pas en cause les cadres, les socles idéologiques, l'unité de la Suisse telle qu'elle existe dans l'imaginaire des Suisses, de développer ces axes nord-sud. Par contre, aller en une demi-heure ou en une heure de Genève à Zurich, ça poserait un problème parce qu'il y a cette idée qu'il faut garder l'égalité entre les cantons. Donc, quid de Fribourg, quid de Neuchâtel, si on va trop vite de Genève à Zurich. Donc, c'est ces problèmes-là qui sont très intéressants parce que qui sont dans la symbolique de l'espace. Hein. Donc, l'imaginaire national comprend aussi une vision de l'espace. Les Français pensent en termes d'hexagone et les Suisses se pensent comme un pays de petites villes, égales entre elles, bien reliées, mais pas trop pour que chacun reste chez soi. Donc, différence de mentalité quand même aussi. C'est toutes ces choses-là qui se jouent dans un projet. Merci d'avoir nourri la réflexion à propos de ce nouveau tunnel. Je rappelle, Jacques Lévy, que vous êtes professeur à l'EPFL et que vous êtes géographe. Merci à vous. En Amérique du Sud, on envisage de construire pour 30 milliards de dollars une ligne ferroviaire entre Rio de Janeiro et la côte du Pérou. Au Nigeria, on vient de commencer les travaux sur une ligne de chemin de fer longue de 3200 km reliant la capitale, Lagos, aux autres grandes villes du pays. Au Pakistan, on projette de relier par la route l'Asie centrale à la mer d'Oman, un devis à hauteur de 42 milliards de dollars. Mais alors, c'est qui on? Eh bien, c'est la Chine, encore elle, toujours elle, qui investit et s'investit désormais dans le monde entier. Une politique, disons une géopolitique inédite dans l'histoire du monde. L'explication, elle est simple. La Chine a besoin de ressources naturelles pour alimenter son activité économique. Pékin traite donc avec tous les pays qui ont des ressources, mais pas encore ou pas assez d'infrastructures. Du reste, il paraît qu'il y a un proverbe chinois qui dit ceci: « Si tu veux t'enrichir, construis une route ». Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions et commentaires sur tous ces grands travaux et leur implication politique, des séquences vidéo, de l'infographie, de la cartographie, des sites internet, notre séquence Vue du passé. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.